Bien, on va reprendre. Donc notre invité est arrivé. Une fois de plus, c'était un petit peu limite. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir Dario Bassani, qui est originaire de Milan, mais qui est aussi un globe-trotter, comme vous allez voir, puisqu'il a fait sa licence de chimie à l'Université catholique de Louvain, en Belgique, qu'il a obtenue avec la plus grande distinction. Du coup, ensuite, il est parti aux États-Unis faire un PhD en chimie à Northwestern University avec le professeur Fred Lewis, où il a commencé à se mettre vraiment dans le domaine de la photochimie et de la photochimie physique organique. Suivi ensuite d'un postdoc chez Jacob Wirtz à Bâle, à l'université de Bâle, avec un financement de Hoffmann-La Roche. Alors Jacob Wirtz, j'en ai beaucoup parlé, j'en ai parlé déjà aujourd'hui, et puis je vous l'avais donné comme référence pour son livre. Donc c'est un photochimiste dont je viens d'apprendre d'ailleurs qu'il est malheureusement décédé, mais bon, vraiment qui a laissé beaucoup de choses, notamment là aussi en photophysique chimique organique. Et puis il y a un deuxième postdoc chez Jean-Marie Laine, à l'université Louis Pasteur à Strasbourg, où là aussi ça intéressé du coup plus au domaine de nano et photochimie. Et globalement, ensuite, il est arrivé jeune permanent à Bordeaux, où il a eu une activité de recherche très soutenue et qui a été reconnue. Donc, dans le domaine, vous allez voir, de la chimie supramoléculaire, de la photochimie synthétique, mais aussi les études mécanistiques. Beaucoup de récompenses. Je citerai une des dernières, la médaille de la ville de Bordeaux, mais aussi des Young Investigator Awards de l'American Chemical Society, et puis aussi un prix de la société chimique suisse, le Grammatikakis Neumann Award. Voilà, donc Dario, comme je disais, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui et on t'écoute avec impatience. Merci beaucoup Louis pour cette présentation et aussi pour l'opportunité d'être là aujourd'hui avec vous. Merci d'être là d'ailleurs, j'espère que ce que je vais vous présenter va vous intéresser. J'essaie de choisir des thématiques qui vont un peu dans le sens du cours. Comme Louis l'a indiqué, je suis photochimiste de formation, donc vous allez voir la photochimie d'un peu un angle différent. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement sont les études mécanistiques et ce qu'on peut en tirer. Donc, bon, je vous rassure, on ne va pas passer tout notre temps à parler des mécanismes, parce que ça serait comme un peu ennuyeux, mais je souhaiterais quand même vous sortir un peu l'essentiel de pourquoi on les fait et qu'est-ce que vous pouvez en tirer, dans l'espoir que ça va peut-être vous animer à essayer d'aller un peu plus bas, ouvrir le capot des réactions photochimiques et essayer de comprendre comment ça marche dedans. Alors, la photochimie, vous comprenez, j'en suis passionné, évidemment. Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument fantastique parce que ça permet déjà de faire des réactions qui sont complètement improbables, impossibles à faire thermiquement, comme par exemple la synthèse de ces prismanes qui sont connus depuis très, très, très longtemps, depuis 80 ans. Pensez, vous pouvez fabriquer ces prismanes en 65% de rendement isolé, pas rendement théorique, vraiment isolé. Même cet hexaprismane est obtenable avec un certain rendement qui n'est pas dérisoire. Après, il y a naturellement tout ce qui est photosynthèse artificielle. Je pense que c'est quelque chose qui est en train d'exploser en ce moment depuis déjà une dizaine d'années parce qu'on comprend tous qu'on a besoin d'autres sources alternatives de carburant. Donc, on aimerait pouvoir faire ça avec la lumière. Alors, je faisais ce petit film de chez Dan Nocera qui est à Harvard maintenant. Alors, c'est un peu triché parce que Dan Nocera en fait de la photoélectrocatalyse, donc c'est pas vraiment de la photocatalyse, mais on y voit des bulles et c'est vraiment très photogénique. Et après, on peut faire des matériaux qui sont adaptatifs, c'est-à-dire des matériaux qui vont répondre à leur environnement, à leur stimulus extérieur, des matériaux qui sont ajustables de façon autonome. Et là, j'ai choisi de vous montrer cet exemple de chez Harry Prigmani, qui est un professeur à l'université de Tampere en Finlande. C'est tout simplement un polymère avec de l'azobenzène dedans. Rien de très compliqué, c'est un peu comme des lunettes qui changent de couleur, sauf que là, c'est les polymères qui changent de forme. Et ce que Harry propose, c'est que finalement, on est en train de regarder un iris artificiel, un peu comme l'iris de votre œil. Quand vous avez la lumière du soleil qui arrive sur votre œil, il se ferme automatiquement. Mais là, vous avez exactement la même chose qui se passe dans ce petit trou qui se ferme dès qu'il est exposé à la lumière et ensuite va se réouvrir spontanément tout seul dès qu'il repasse dans le noir. Alors,
tout ça, ça vous donne un peu une idée de l'aperçu de tout ce qu'on peut faire avec la photochimie, plus la photocatalyse que vous êtes en train de voir avec Louis en ce moment dans les cours. Moi, particulièrement, je suis intéressé à différentes thématiques. Un qui est effectivement lié à la photocatalyse, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc là, on s'intéresse à la photodégradation des polymères, ce qu'on appelle la photo-up conversion. Aussi, je vais en parler juste 2-3 mots à la fin sur l'activation de l'azote, parce que c'est vraiment trop important comme sujet pour ne pas l'évoquer. Et après, quelque chose que j'espère va vous intéresser sur la protection des vins blancs et champagne, parce qu'il y a beaucoup de photochimie finalement dans ce qu'on mange et dans ce qu'on boit, ce qui est important. Alors, côté un peu plus sérieux de nos travaux, on retrouve des intérêts dans des cadres, comme lui l'a mentionné, des matériaux supramoléculaires dans lesquels on peut faire de l'électronique supramoléculaire grâce à l'auto-organisation. Là, en l'occurrence, c'est pour faire des OLED à très très haute résolution où les micro-agrégats conformes sont ensuite utilisés en tant que pixels. Et là, avec ça, on arrive à des résolutions qui dépassent les 20 000 points par pouce, ce qui est absolument énorme en RGB, c'est-à-dire dans les 3 couleurs fondamentales. Et aussi, on a un autre projet sur l'étude des processus fondamentaux dans les perovskites. Les perovskites, vous savez peut-être, sont la nouvelle génération des matériaux pour faire de la conversion de l'énergie solaire en électricité. Ça ne coûte rien, ça a des efficacités qui dépassent les 20%. C'est incroyable, sauf que ça contient du plomb. Pour le remplacer, on a besoin de comprendre le mécanisme, ce qui se passe. Et donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Alors, la photocatalyse, qui est donc le thème de ce séminaire, c'est quelque chose qui est vraiment un peu dans l'air du temps, hein, vous savez tous, mais c'est quelque chose que pour nous, les photochimistes, est connu depuis très longtemps. J'ai choisi de vous présenter c'est déjà cette référence de Eiji Fujimori dans les années 60, c'était même avant que même moi j'étais né, donc vraiment très 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 longtemps. C'était dans le cadre de l'utilisation d'un complexe de protéines pour faire l'oxydation d'un colorant soufré, des travaux de Derek Barton sur l'oxydation de double liaison dans les années 70. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que tout ce qu'on utilise aujourd'hui comme technique en photocatalyse qui est lié au transfert d'électrons, le photoredox, comme on l'appelle, finalement repose sur les travaux d'Albert Weller qui sont absolument fondamentaux pour nous parce que c'est lui qui nous a donné cette équation très très connue qui relie les potentiels redox d'un état excité avec les potentiels redox d'un état fondamental. Donc si vous prenez le voltammogramme de votre état fondamental et vous connaissez l'énergie d'absorption de l'état excité, maintenant vous pouvez calculer les réactions, la probabilité de faire un transfert d'électrons à partir de l'état excité. J'ai fouillé un peu dans nos archives parce que la photochimie à Bordeaux c'était il y a très très longtemps avant que j'arrive et j'ai trouvé cette photo d'un congrès qui a eu lieu à Bordeaux en 71, peut-être même avant que certains de vous étaient nés, où on voit Albert Weller en train de fumer une clope dans l'auditoire. Maintenant, on ne peut plus faire ça, c'est peut-être tant mieux. Donc là, il est très attentif. À côté de lui, on retrouve Ed Chandros. Ed Chandros travaillait à Bell Labs à l'époque. C'est lui qu'on crédite pour avoir inventé les bâtons lumineux chémiluminescents. Qui a son grand regret, il n'a pas breveté malheureusement. Et si vous êtes intéressé un peu par d'où vient la photochimie organique, il y a un très joli article de Heinz Roth. Heinz Roth, que je crois reconnaître ici derrière, un très très jeune Heinz Roth, il est maintenant prof émérite à l'université de Rutgers, dans le New Jersey, proche de New York. Donc c'est des choses qui sont anciennes, mais normalement c'est quelque chose qui sont très très puissantes parce que pendant longtemps on a un peu négligé la photocatalyse et maintenant c'est quelque chose qui devient très très important et qu'on est en train de nous vendre pour être quelque chose qui est très, très, très bénéfique. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. La photocatalyse, c'est génial. On peut faire énormément de choses avec. Notamment, on va parler dans un deuxième temps de l'utilisation de la photocatalyse pour recycler des polymères qu'on appelle récalcitrants. Cependant, la photocatalyse, parfois, c'est des choses qu'on ne veut pas. C'est-à-dire, il y a des phénomènes photocatalytiques qu'on aimerait bien éviter. Par exemple, là, il fait beau, vous allez peut-être sortir et à midi boire une bière en terrasse pendant que vous mangez. Il faut savoir que dans votre verre transparent, la bière va absorber la lumière et ensuite, il y aura une réaction de Norrish type 1 qui va se faire, qui va générer ces radical carbonyle, qui va ensuite prélever un soufre, donc cystéine, pour générer ces dérivés soufrés qui sont le putois. C'est pour ça qu'en anglais, on dit skunked beer. C'est la bière qui a pris la lumière et qui maintenant sent le soufre.
ça sent très très mauvais. C'est des phénomènes qui ont été étudiés par Denis de Keukeleire en Belgique, à Ghent, avec Malcolm Forbes, qui est à Bowling Green State University. Et ils ont également mis en évidence qu'il y avait un deuxième mécanisme qui est lié à l'utilisation de l'intervention de la riboflavine, qui va réagir par réaction de transfert d'électrons et donc va agir en tant que photocatalyseur. Il faut savoir que ces phénomènes de photocatalyse dans le domaine alimentaire sont vraiment très 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 répandus. Donc on les retrouve dans la bière, comme je viens d'expliquer, mais on les retrouve également dans les huiles, dans les industries laitières, les laits, les fromages, les yaourts, tout ça c'est sensible à la lumière. Vous laissez exposer à la lumière, ça va commencer à sentir les choux cuits, la laine mouillée, les œufs pourris. Bref, pas très bon du tout. Et il y a une autre catégorie de boissons qui sont le vin. Et voilà, si on est à Bordeaux, on ne peut pas s'intéresser au vin, il faut s'intéresser au vin, bien sûr. Et il s'avère que les vins blancs, et en particulier les champagnes, sont extrêmement sensibles à la lumière. Alors ça, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est quelque chose que l'industrie préfère garder un peu sous couvert, parce que bon, on n'a pas envie que les consommateurs commencent à s'inquiéter que leurs vins ou leurs champagnes sont mauvais. Toujours est-il que le champagne est vraiment très très sensible à la lumière. Ça génère ce qu'on appelle le goût de lumière. Alors, goût de lumière, c'est un nom un peu poétique. Hein. Quel est le goût de la lumière? En fait, le goût de la lumière, c'est le goût de œufs pourris. C'est pas bon du tout. Donc, on ne veut pas ça quand on ouvre une bouteille de champagne, parce que, naturellement, vous ouvrez votre bouteille de champagne pour un anniversaire, le nouvel an, enfin, pour quelque chose, un événement. Donc, il faut que ça soit bon. Et tout ça, c'est naturellement à éviter. Ce qui est connu, c'est que ce défaut organoleptique apparaît même après que 15 minutes d'irradiation ou d'exposition à la lumière du soleil, un beau jour. Donc, 15 minutes suffisent pour qu'on arrive déjà à détecter ce goût de lumière. Et même sous les lumières artificielles, comme celles que vous pouvez avoir par exemple dans les linéaires de supermarchés, c'est suffisant pour générer ce goût de lumière. Donc c'est quelque chose qu'on a besoin d'éviter. Alors comment est-ce qu'on peut l'éviter? Actuellement, déjà d'où est-ce qu'il vient, pardon. Alors il est dû à la présence de la riboflavine. La riboflavine, c'est la vitamine B2, c'est ce qui donne la coloration jaune au vin. Ça absorbe la lumière, puisque c'est jaune, ça absorbe la lumière bleue. En fait, ça absorbe la lumière jusqu'au visible, et c'est donc une réaction de photo-oxydation de la riboflavine qui opère sur les acides aminés soufrés, tels la méthionine et la cystéine, et cela génère des composés soufrés volatiles qui donnent ce goût d'œuf pourri. Voilà. J'en viens donc, comment est-ce qu'on arrive à le protéger? Vous le savez tous, on évite déjà les bouteilles transparentes, ça c'est à bannir absolument. On va utiliser des bouteilles vertes ou de préférence ébène, vraiment noires, pour éviter toute absorption de la lumière. Alors, l'AOC Champagne n'autorise pas l'utilisation de bouteilles ébène, donc on est limité à les bouteilles vertes. Et donc, ce que font les fabricants de champagne, c'est que soit ils mettent ce qu'ils appellent des sleeves, donc ils enveloppent, ou sinon vous avez tous vu que depuis un certain temps, les bouteilles de champagne dans les supermarchés sont dans des boîtes en carton. En fait, ce n'est pas pour protéger la bouteille de champagne de choc ou autre, c'est carrément pour la protéger de l'exposition à la lumière pendant qu'il est exposé sur le linéaire. Donc voilà, ça c'est une vraie problématique parce que aussi, on ne sait jamais que le consommateur va sortir la bouteille de son carton, la laisser exposer à la lumière, va l'ouvrir, ensuite ça va sentir les œufs pourris. Donc ça, c'est pas très bon du tout. Donc, comment est-ce qu'on peut rationaliser ce qui est en train de se passer? Déjà, il y a eu d'autres voies de protection qui ont été proposées, mais par exemple le charbon activé. Alors là, on peut enlever la riboflavine, mais là, du coup, votre champagne ne sait plus de champagne et ensuite, il est complètement incolore. Alors, pour comprendre cette réaction, on peut déjà voir les travaux qui avaient été faits par Schibsted dans le cadre de l'industrie laitière, parce que c'est le même processus. On sait ce qui se passe avec la riboflavine, parce que quand elle absorbe un photon, elle va passer à l'état singulé excité. Ce dernier a une durée de vie qui est relativement courte, 5 nanosecondes. Donc, ce n'est pas vraiment suffisant pour intervenir dans des réactions bimoléculaires. Par contre, elle a une efficacité de croisement intersystème qui est très élevée et qui permet de former avec 70% de probabilité l'état triplé. Et cet état triplé a une très 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 longue durée de vie, dizaines de microsecondes. Donc là, il peut faire des réactions bimoléculaires. Et en plus de ça, il a un potentiel d'oxydation à l'état excité qui est particulièrement élevé et qui lui permet d'oxyder la méthionine, mais également la cystéine quand celle-ci est déprotonée.
Alors, si on analyse les produits du champagne, une fois qu'il a été irradié, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve du méthanthiol, ça c'est ce qui sont les œufs pourris. On retrouve du DMDS, ça en fait ce sont les oignons, c'est pas très bon non plus. Et on trouve également de l'éthylène. Donc tout ça, ce sont des produits qui sont formés, qui ont été détectés. Le mécanisme a été proposé par Maugeon et Séguin dans les années 80. Si on regarde bien, il s'inspire très fortement des travaux de Yang, qui était à l'université de UCLA en Californie. Et donc là, ce qui est proposé, c'est qu'on a donc la riboflavine qui est à l'état triplé, qui rencontre une méthionine, il y a un transfert d'électrons photo-induit, vous vous souvenez des travaux d'Albert Weller. Ça génère un radical cation localisé sur le soufre, qui ensuite, lui, va évoluer et qui va générer donc ces produits soufrés. Alors, comment est-ce qu'il propose que cela évolue? Ce qui est proposé, c'est qu'il y a un transfert d'électrons intramoléculaires entre le carboxylate et le radical cation du soufre. Ça va générer un radical carboxylique. Ceci va décarboxyler, c'est la réaction de Kolbe, c'est un peu comme un électrocolbé, mais cette fois-ci activé photochimiquement, pour générer ce radical alpha-minyle qui, lui, devrait rencontrer encore le radical anion de la riboflavine qu'on a récupéré de là, pour ensuite donner un iminium, celui-ci s'hydrolyse, après il y a fragmentation ou abstraction d'atomes d'hydrogène, et à la fin, on retrouve essentiellement du méthanthiol, et avec un peu de chimie supplémentaire, on peut imaginer former le radical thiométhyle, qui ensuite peut dimériser pour former le DMDS. Si vous connaissez un peu la chimie organique, je suis sûr que c'est le cas, vous voyez tout de suite les problèmes avec ce mécanisme. Ce n'est pas très plausible. Certes, on peut l'écrire, mais ce n'est pas pour ça que c'est ce qui se passe vraiment. Mais déjà, je peux vous faire remarquer que la probabilité que deux radicaux se rencontrent en solution, elle est quasi nulle, sauf s'ils ont une durée de vie qui est extrêmement longue. Ceux-ci sont générés en très faible concentration, donc la probabilité que deux vont se retrouver, c'est difficile. En plus de ça, on devrait avoir l'oxydation du méthanthiol pour former le DMDS. Ceci n'est pas très probable parce que dans le cas de bouteilles, c'est bouché, il n'y a pas d'oxygène. Et après, qu'est-ce qui manque? Il manque l'éthylène. D'où vient l'éthylène? Le mécanisme ne permet pas de l'expliquer. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas, et c'est ce qui nous a démarré dans cette étude en collaboration avec la maison de champagne Moum et Pernod Ricard pour essayer de trouver des méthodes alternatives à la protection du champagne. Donc si on s'intéresse à cette étape clé qui est ce transfert d'électrons intramoléculaires, on voit que c'est endothermique probablement ici. Cependant, ça pourrait être accéléré ou favorisé grâce à la perte du CO2 et aussi à la stabilisation du radical alpha-minyle. Donc si c'est le cas, on devrait retrouver une dépendance avec le pH de la solution. On a mesuré le rendement quantique de tous ces produits d'oxydation et au fait, ce que vous voyez, c'est que dans la limite de l'erreur expérimentale, il n'y a pas de variation de rendement quantique, de l'efficacité de la réaction en fonction du pH. Donc ça veut dire que finalement, que ce carboxylate soit protoné ou pas, ça ne change rien. Et ça, c'est un peu bizarre. Alors pour confirmer cela, on a fait quelques études dans lesquelles on a synthétisé des analogues de la méthionine. Dans le premier, on a enlevé les groupements aminaux. On s'est dit, s'il n'y a plus l'amine pour stabiliser le radical alpha-minyle, finalement, il y a moins de chances qu'on arrive à fragmenter. Et ce qu'on voit, c'est que ça ne change absolument rien. Le rendement quantique pour les produits soufrés reste inchangé. On a été jusqu'au bout du raisonnement, on a dit on va enlever les carbonyles. S'il y a le carboxylate, s'il n'y a pas de carboxylate, ça ne peut pas fragmenter, n'est-ce pas? Donc on a enlevé le carboxylate, on a regardé la réaction avec ce dérivé, et ce que vous voyez, c'est qu'encore une fois, il n'y a pas de variation dans le rendement quantique, l'efficacité de formation de produits soufrés. Donc de toutes ces études qu'on a faites, on peut conclure que probablement ce transfert d'électrons intramoléculaires n'est pas sur la voie mécanistique principale. On a également pu vérifier que le DMDS était formé en absence d'oxygène et que par contre le DMTS, c'est-à-dire les trisulfures, lui, il avait besoin d'oxygène pour être formé. Donc tout ça nous a amené à la conclusion que le mécanisme était probablement faux. Bon, ça, on le savait un peu déjà de ce que je vous avais dit, mais cela a quand même confirmé. Donc on a essayé d'établir un autre mécanisme, et naturellement, le point de départ, c'est ce radical cation de la méthionine, parce qu'on sait que c'est quand même le produit primaire qui est formé suite à l'oxydation par la riboflavine. Si vous connaissez un peu les radicaux cations, vous savez que c'est un peu comme les supporters de Liverpool. Ils ne sont jamais seuls.
Donc, un radical cation, en solution, n'est pas juste un radical cation. Il va trouver une paire libre avec laquelle s'associer pour former ce qu'on appelle une liaison à 3 électrons. Alors, vous voyez ici, dans la réaction de dimérisation, par exemple, des radicaux cations, vous avez un orbital qui est semi-occupé et il peut interagir avec un orbital qui est occupé. Quand on fait cette analyse vraiment triviale, trop simple d'orbital frontière, on voit qu'on devrait s'attendre à une certaine stabilisation de l'interaction entre le radical cation et une molécule à l'état neutre. Donc ceci est le cas naturellement pour ce radical cation qui peut interagir avec soit la paire libre de l'amine à des pH basiques ou avec le carbonyle à des pH basiques, acides. Pardon. Par contre, ce qu'il peut faire également, c'est de dimériser. Donc là, on va former une liaison à 3 électrons entre 2 méthionines, une oxydée et une à l'état neutre. Et cette constante de dimérisation a été étudiée assez profondément par Klaus-Dieter Asmus à Berlin dans les années 90. Ce qu'il a mis en évidence, c'est que c'est une réaction de dimérisation qui est très favorisée. Et même aux concentrations de méthionine qu'on connaît dans les champagnes, on s'attend à former ces espèces. Alors, si on forme ce dimère radical cation de la méthionine, est-ce que ça a un impact sur les mécanismes? On pense que oui. Donc, si vous me suivez, on va former le radical cation. Celui-ci peut naturellement faire une déprotonation en bêta pour élarguer le radical thiométhyle qui peut nous donner le méthylméthanthiol. Donc là, c'est connu, ça va. Mais si on propose que ce radical cation dimérise pour former ce dimère radical cation, alors là, je fais quelque chose qu'il ne faut pas. J'ai localisé le radical d'un côté et le cation de l'autre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut l'écrire, mais c'est plus simple mécanistiquement pour suivre où vont les électrons. Donc, ici, j'ai un cation, un radical. On peut déprotoner encore une fois en bêta. Cela relargue de la vinylglycine, donc en molécule neutre, et nous laisse ce radical. Et là, vous voyez déjà le début du diméthyl disulfure, diméthyl disulfure, qui est en train de se former. On a ce radical-là. Ce radical peut fragmenter ici pour générer en une étape le radical glycine, l'éthylène et le DMDS. Glycine qu'on a pu détecter par spectrométrie de masse et l'éthylène qu'on sait est formé dans ces réactions d'oxydation. Donc là, on arrive à expliquer tous les produits. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'un mécanisme est compatible avec les données qu'il est vrai. On ne peut jamais démontrer un mécanisme, on peut juste démontrer qu'il n'est pas vrai. Donc, on s'est intéressé pour démontrer l'intervention de cette espèce dans la formation de ce composé disubstitué. Et pour cela, on s'est appuyé sur le fait que la réaction de dimérisation des radicaux est très dépendante de la gêne stérique quand on a des radicaux cations. Donc, encore une fois, c'est des travaux d'Asmus qui nous ont renseigné sur le fait qu'il suffit d'ajouter des méthyl sur les diméthylsulfures pour que la constante de dimérisation diminue d'un facteur 10. Et si vous mettez des isopropyles, là, ça diminue encore d'un facteur 4. Donc, vraiment très important. Donc, l'idée qu'on a eue, c'est qu'on va mélanger ces deux espèces. Donc, on a synthétisé ces dérivés isopropyles de la méthionine. On va les mélanger, on va irradier le tout, et ensuite, on va regarder la distribution qu'on va obtenir. Si on a une réaction qui est de dimérisation qui est due uniquement à la recombinaison radicalaire, celles-là, on sait, elles ne sont pas sensibles à la gêne stérique. Ça se fait juste limité par la diffusion. Par contre, si on a ce mécanisme de dimère radical cation, lui, il est très gêné par la gêne stérique, et en ce temps, on n'a pas formé ce dérivé d'isopropyl. On a vérifié thermiquement en générant les radicaux avec un générateur amorceur radicalaire, l'AIBN, et on voit effectivement la formation de ces trois produits. On a une légère préférence pour le dérivé d'isopropyl, simplement parce que ce radical-là est stabilisé par hyperconjugaison, d'où la présence du dérivé de substituant propyl. Alors, si on fait la même réaction, mais cette fois-ci en présence de riboflavine en irradiant, et là, vous voyez, c'est tout le contraire. On n'observe pas du tout de dérivés bis-isopropyl, mais uniquement les dérivés diméthyl, parce que c'est celui qui a la moins de gêne stérique. Donc, tout ça, c'est compatible avec l'intervention d'un dimère radical cation de la méthionine lors de la formation de ce dérivé DMDS, qui explique aussi la formation de la méthionine.
Bon, tout ça est très très bien, mais ça ne nous avance pas sur comment on va faire pour empêcher cette oxydation. Ce n'est pas parce qu'on comprend quelque chose qu'on peut l'empêcher, naturellement. Donc là, on a fait une étude un peu plus poussée cinétique. On peut voir la formation d'espèces dérivées soufrées lors de l'irradiation en fonction de la concentration de méthionine. Alors là, c'est tout à fait normal. On n'a jamais une droite en photochimie parce que la concentration des états excités est limitée par leur durée de vie. Donc on a toujours un phénomène de saturation qu'on voit quand on augmente la concentration parce qu'on est en train d'intercepter tous les états excités et donc même si on ajoute davantage de méthionine, il ne se passe rien. Donc c'est pour ça que quand je vois parfois des articles de mes collègues organiciens où on met 10 équivalents de substrat dans une photocatalyse, je me dis finalement 1 ou 2 pourraient suffire. Alors, on n'a pas besoin d'en mettre davantage parce qu'une fois qu'on a intercepté tous les états excités, le reste, ça ne sert plus à rien. Mais nous, photochimistes et physico-chimistes organiciens, ça ne nous fait pas peur parce qu'on sait comment traiter ce type de comportement. On fait ce qu'on appelle un graphique de double réciproque. On porte non pas le rendement quantique en fonction de la concentration, mais on porte l'inverse du rendement quantique sur 1 sur la concentration. Ça nous donne une droite. L'intercept de la droite est à 0, qui est 1 sur l'infini, et cet intercept nous donne le rendement quantique de la réaction à concentration infinie de méthionine, c'est-à-dire le maximum que vous pouvez atteindre. Et c'est cette valeur-là qu'il faut utiliser naturellement pour faire les analyses cinétiques. Donc on trouve que la réaction est extrêmement efficace parce qu'on a un rendement quantique global de 26%. Ça veut dire qu'un photon sur 4 qui est absorbé par votre verre de champagne génère un composé soufré. C'est quand même pas mal du tout. Si on s'intéresse maintenant à la réaction du triplet, c'est même davantage, on est proche de 40%. Alors, on peut également porter le rendement quantique total de ce composé soufré en fonction de la concentration en méthionine. Il faut savoir que dans le champagne et les vins blancs, on est à peu près à 0,1 millimolaire en méthionine, ce qui veut dire qu'on a un rendement quantique à peu près de 7,5%, ce qui reste quand même très très élevé. Alors, ce qu'on a besoin peut-être, ou ce qu'on a proposé pour protéger le champagne, c'est tout simplement de diminuer la concentration de méthionine, de la piéger, de façon ou de l'autre, de façon à ce que cette réaction soit la moins efficace possible, et en tout cas suffisamment peu efficace pour que quand vous ouvrez votre bouteille de champagne, ça ne sent pas l'œuf pourri et le chou cuit. Alors, cela soulève un autre problème. Comment est-ce qu'on fait pour s'associer ou reconnaître des acides aminés dans l'eau? Et en fait, c'est tout un business qui est très très compliqué à faire. Ça fait partie aussi de la conception de nouveaux antibiotiques, comme par exemple la vancomycine. Vous voyez, c'est vraiment très très difficile d'avoir la juxtaposition nécessaire des liaisons hydrogènes pour être en compétition avec l'eau, qui est un excellent solvant pour les acides aminés. Alors naturellement, pour un petit acide aminé, on peut imaginer des capsules. Donc ça, c'est vraiment l'approche supramoléculaire pure et dure. On va faire une capsule qui va reconnaître la méthionine. Mais bon, vous ne l'avez pas compris, vous l'avez certainement compris, ça n'a aucun avenir industriel. Déjà, vous n'allez pas manger des capsules comme ça, ni en boire. Ensuite, ça va être trop cher pour être utilisé. Donc, quand je suis un peu en manque d'inspiration, je regarde côté nature. Et si on regarde dans la base des données structurales de Cambridge, on retrouve que le site actif de cytochrome C contiennent une porphyrine avec un atome de fer. Et cet atome de fer est lié d'un côté d'une histidine et de l'autre côté, le côté distal est lié à une méthionine. Alors nous, on peut réfléchir inversement. Si la nature utilise la méthionine pour complexer le M, nous, on peut utiliser le M pour complexer la méthionine. C'est dans ce qu'on a proposé. On a proposé une version un peu plus simplifiée dans laquelle on a mis du cuivre parce que c'est autorisé d'un point de vue alimentaire et il est de toute façon présent dans les vins blancs et les champagnes. Donc on va utiliser une porphyrine cuivrée qui pourrait reconnaître ou complexer le soufre dans le cuivre. On va ajouter un côté chargé négativement pour interagir avec l'ammonium et cela pourrait nous donner une piste d'entrée. Alors on a fait des synthèses. Depuis, on a bien amélioré la synthèse, on l'a fait en beaucoup moins d'étapes, mais en tout cas, on peut préparer des porphyrines qui sont asymétriques ou également des porphyrines qui sont encore plus faciles à faire, qui sont symétriques. Et cela nous permet ensuite d'avoir une réaction de condensation entre ces tétrafluorodicyanobenzène avec les hydroxydes pour former une résine. C'est inspiré des travaux de Dichtel parce que cela donne des solides qui sont microporeux
ont très très bon rendement en une seule étape. Donc en une étape, on peut obtenir cette résine avec 20% de rendement, ça marche très bien. Et ensuite, on s'est intéressé aux études de complexation. Oups. Pardon. Voilà, aux études de complexation. Pour cela, on ne peut pas le faire par RMN parce que ça complexe vraiment très très bien. On a donc fait un dérivé UV visible fluorescent de la méthionine. Et on voit qu'en fonction de la structure de la résine, on peut avoir des constantes d'ascension qui sont vraiment très très élevées, de l'ordre de 100 000, qui dépassent les 100 000 encore très fort. Et si on fait même un copolymère statistique, on laisse la nature faire ce qu'elle veut, c'est ce qui donne les meilleurs résultats. On a des constantes d'association. On trouve déjà 2 constantes d'association, ça se voit très bien dans cette analyse de Scatchard. On a une première constante d'association qui dépasse le million, c'est-à-dire vraiment énorme, et une deuxième qui est de l'ordre de 400 000, avec une très très bonne capacité à absorber la méthionine par gramme de résine. Donc, selon ce calcul, 60 mg de cette résine serait suffisante pour complexer toute la méthionine qu'il y a dans une bouteille de champagne. Par contre, est-ce que ça complexe d'autres acides aminés? Parce que ça, on ne le veut pas. Les acides aminés, c'est ce qui aussi donne le goût au vin, donc le goût des fruits, des agrumes, les fruits de la passion et autres, particulièrement dans les chardonnays et dans les sauvignons. Donc, il faut absolument éviter de complexer d'autres acides aminés. C'est ce qu'on a vérifié. Donc, ça, c'est les travaux de Clément Monsarat, qui est ingénieur maturation. Vous l'avez compris probablement, ces travaux sont dans un contexte industriel. On a donc breveté le résultat et là, on est en train de développer un produit qui serait peut-être, on espère, mis sur les marchés dans les années à venir. Donc là, si on compare la méthionine, on voit que la majorité des autres acides aminés ne sont pas liés, en tout cas moins fortement. Bien sûr, la cystéine est très fortement liée parce qu'il y a un soufre, et vous l'avez compris, on complexe tout ce qui a du soufre. Finalement, je vais vous dire, quand on complexe la cystéine, ce n'est pas un mal, finalement, ça nous enlève un autre composé soufré du vin. Étonnamment, ça reconnaît assez bien la phénylalanine et les tryptophane, probablement à travers des interactions hydrophobe-hydrophobe, parce que sinon j'ai un peu de mal à l'expliquer. Et ensuite, est-ce que ça marche? Ça marche très 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 bien. Si on prend un liquide qui simule le champagne, c'est-à-dire 10% environ de méthanol, pH 3,5, le champagne est vraiment très acide, il faut savoir, avec de la méthionine et la riboflavine, on l'irradie pendant 5 minutes dans un simulateur solaire. Si on ne fait rien dans le contrôle, on voit une quantité de produits soufrés qui est absolument inimaginable. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de faire l'analyse, il suffit juste d'ouvrir l'échantillon, vous sentez, ça sent mauvais dans tout le laboratoire, vous savez que c'est pas bon. Par contre, si avant cela, on a traité cette solution avec la résine en raison d'à peu près 200 mg par litre de solution, là, vous voyez, on ne détecte plus du tout de méthanthiol, donc l'odeur d'œuf pourri a disparu. Il reste un tout petit peu de DMDS, on ne détecte pas du tout de DMTS. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc ce sont des analyses qui sont faites avec une GC qui contient un détecteur qu'on appelle Pulse Flame Photometric Detector, qui est spécifique pour les produits soufrés. Donc ça marche vraiment très bien. Et ça marche également sous le champagne. Donc là, on a pu bénéficier de l'apport de Moom, qui a un panel de dégustateurs. Alors je vous dis aussi, la résine a été validée pour le contact alimentaire, donc c'est quelque chose qui peut être mis en contact avec ce qu'on boit. Et ce qu'on sait, c'est que si on regarde la quantité de résine qui est nécessaire pour protéger le champagne, on voit que entre 150 et 200 mg, ça suffit pour protéger le champagne. Donc, comment est-ce qu'on le mettrait en contact? On pourrait le mettre en contact pendant la phase d'élevage, là où il y a la prise de mousse, comme on l'appelle, et donc la résine et les aides de ridelage seraient éliminées lors de l'étape de capsulation et de ce qu'on appelle le dégorgeage. Moi, je suis devenu expert dans la production de champagne. On ne sait jamais où la recherche vous amène, c'est incroyable. Et donc là, ça pourrait fonctionner. Dans les vins blancs, on pourrait également les mettre en présence du vin pendant l'étape de levage sur lit, parce que c'est là que la méthionine est relarguée. Donc là, ça pourrait fonctionner également. De toute façon, tout ça, ça va être collé et filtré, donc ça va éliminer la résine. Je vous rassure, vous ne serez pas en train de boire ou de manger une résine porphyrine cuivrée. Voilà, donc on peut également recycler cette résine, ce qui est intéressant parce qu'elle a quand même un certain coût et on n'a pas envie vraiment de la gaspiller, donc on peut la récupérer donc, si elle est utilisée par exemple dans une cartouche et la recycler.
Petite conclusion avant de passer à la partie déconstruction des polymères. Je dirais que ce qui est vraiment la chose la plus importante, ce n'est pas tellement le champagne, la photosensibilité, bon, c'est important, mais pas autant, que le fait que les radicaux cations, à mon avis, jouent des rôles beaucoup plus importants dans la photocatalyse que les gens le croient actuellement. Je ne serais pas surpris de voir que ces cations radicales soient des intermédiaires dans beaucoup de processus photocatalytiques qui ne sont pas étudiés, parce que malheureusement, on se focalise souvent sur les produits, et comme on a dit Louis, les connaissances mécanistiques actuellement en photocatalyse sont un peu, on va dire, poussives. Donc, on sait que les soufres forment des radicaux cations, les amines également, c'est ce que j'ai étudié pendant ma thèse. Donc, finalement, n'oubliez pas ce que vous avez étudié pendant vos thèses, ça peut toujours vous servir. Mais également les arènes, c'est génial, quoi. Ils sont un peu partout, ces radicaux cations, divers radicaux cations. Voilà, je vais partir maintenant à la deuxième partie de ce que je voulais vous raconter, qui est la conversion des polymères en matière à valeur ajoutée. Ça, c'est les travaux de Anne-Lise Derbreux, qui entame sa troisième année, bon, déjà au milieu de sa troisième année de thèse, la pauvre. Et là, elle s'intéresse à la déconstruction de polystyrène. Alors, polystyrène, c'est ce qu'on appelle un polymère récalcitrant. En fait, on ne sait pas trop quoi en faire une fois qu'on l'a utilisé. Il est peu valorisable parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie dedans. Donc, énergétiquement, ce n'est pas intéressant de le brûler. On peut l'enfouir, mais là, ça génère des microplastiques, ça pollue l'environnement, donc c'est vraiment pas très bien. Et une des idées qu'on aimerait mettre en avant, c'est de les convertir à des matières à haute valeur ajoutée qui pourraient être ensuite commercialisées par l'industrie, qui rendrait ensuite le processus de conversion du plastique rentable économiquement. Parce que là, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, mais si on peut faire de l'argent avec un procédé, ben là, il y a quelqu'un qui va le faire. Par contre, si c'est à perte, là, vous ne trouvez personne. Donc là, ce qu'on a besoin, c'est de rendre ce processus viable économiquement. Alors, il y a des études qui sont faites, et une des voies qui sont les plus prometteuses, c'est l'oxydation du polystyrène pour générer, par exemple, de l'acide benzoïque, qui est une matière, ce qu'on appelle un commodity chemical, qui est assez utilisé à relativement haute valeur ajoutée. Alors, nous, on s'est intéressé plus particulièrement à l'utilisation de cette sel d'acridinium, qui est ce qu'on appelle le catalyseur de Fukuzumi, qui a été largement étudié par Shunichi Fukuzumi, qui est un excellent oxydant. Donc, comme vous l'excitez, il génère un état triplé qui a une très longue durée de vie, qui ne fait pas de TRDF, effectivement, mais qui est un très bon oxydant et qui pourrait oxyder les polymères. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié cette réaction entre le polystyrène, le méthylacridinium, le méthylacridinium en présence d'oxygène. On voit la formation de ces différents produits qu'on peut isoler autour de 40% d'acide benzoïque, donc c'est pas mal du tout pour des premiers essais. La réaction est très propre, donc là, la RMN après réaction du brut, vous voyez, il n'y a plus de polystyrène du tout. On voit que l'acide benzoïque et l'acide formique. Et si vous suivez cette réaction par chromatographie permersion de gel, qui vous permet de voir la taille des polymères, vous voyez que la taille des polymères est en train de décroître au cours de l'irradiation pour finalement aboutir à ces petites molécules. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? En fait, parce qu'il y a une petite controverse. Pendant qu'on l'étudiait, il y a eu une publication qui est sortie d'une équipe en Singapour qui a proposé que cette réaction se fait par transfert d'électrons. Alors moi j'aime bien, mais je connais bien les travaux de Shunichi et je sais que ces travaux indiquaient que le son catalyseur peut oxyder le xylène avec 2 méthyl, mais il ne peut pas oxyder le toluène avec un seul méthyle. Donc déjà, il y a un petit problème de potentiel redox quand on essaye de me convaincre que ce composé peut oxyder finalement un cumène. Ensuite, on connaît bien les travaux d'Axel Griesbeck, qui avait montré que le méthylacridinium pouvait également sensibiliser la formation d'oxygène singulé plus des espèces réactives d'oxygène. On se dit, finalement, est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est une réaction de transfert d'électrons? Et ça, c'est important à savoir si on veut optimiser le catalyseur. Parce qu'eux, ils étaient partis sur l'optimisation du catalyseur en vue d'un transfert d'électrons. Donc, nous, on a fait des études mécanistiques, vraiment les plus basiques que vous pouvez imaginer. On a fait du quenching de Stern-Volmer, on a regardé la fluorescence du méthylacridinium quand on ajoutait de l'oxygène ou quand on ajoutait du cumène en tant que modèle de polystyrène. Et quand on ajoute du cumène, vous voyez qu'il ne se passe absolument rien. Ça veut dire que l'état singulier
de méthylacridinium ne réagit pas avec le cumène et probablement pas avec le polystyrène non plus. Par contre, si vous avez de l'oxygène, là, ça réagit très très bien et on a une réaction qui est finalement limitée par la diffusion des espèces dans la solution. On peut sortir de ces valeurs cinétiques, on peut sortir donc que l'état singulé va réagir à 63% d'efficacité avec l'oxygène triplé, probablement à travers une réaction de transfert d'électrons pour former l'anion superoxyde. Là, on peut avoir soit séparation de la paire d'ions pour générer donc l'anion superoxyde libre, donc une espèce réactive d'oxygène, ou sinon, on peut également avoir un transfert d'électrons en retour, ce qui peut vous donner l'oxygène, l'état fondamental, l'état triplé, ou l'oxygène à l'état excité, l'état singulé. Donc cette réaction est très très rapide et ça génère des espèces réactives de l'oxygène. Ça, c'est pour l'état singulé. Qu'en est-il maintenant pour l'état triplé qui, lui, a une plus grande durée de vie? En fait, l'état triplé, il n'est pas émissif, malheureusement. Donc là, on utilise des techniques d'absorption transitoire résolues dans le temps. Donc ici, vous voyez le spectre d'absorption de l'état triplé de méthylacridinium. Et vous voyez ici sa décroissance en fonction du temps quand il est sous argon avec le polystyrène ou avec 1 molaire de cumène, ben finalement, ça ne change rien. Vous avez la même décroissance cinétique que vous mettez de cumène, polystyrène. Donc ça nous dit que le triplé de méthylacridinium ne réagit pas ni avec le polystyrène ni avec le cumène. Par contre, il réagit très bien avec l'oxygène. Voilà le spectre en présence d'air, c'est-à-dire en présence d'oxygène, là où il n'y a plus du tout l'absorption de l'état triplé. Et si vous regardez l'évolution temporelle, vous voyez qu'en présence d'oxygène, il est très 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 rapide, donc ça veut dire que la réaction de l'oxygène avec l'état triplé est extrêmement efficace et on peut calculer que à peu près 14% de l'état excité singulé passe via un croisement intersystème à l'état triplé et que cet état triplé va réagir presque quantitativement avec l'oxygène et presque rien du tout avec le polystyrène, moins de 1%. Donc tout ça, je fais un peu vite parce que le temps file, nous a incité à proposer un mécanisme de transfert d'atomes d'hydrogène qui est initié par des espèces réactives de l'oxygène, comme par exemple le radical hydroxy ou l'anion superoxyde. Ça génère des radicaux benzyliques qui ensuite vont additionner l'oxygène à l'état triplé fondamental. Ensuite, on a une séquence de scission qui finalement nous amène à des polymères dans lesquels on a des bouts de chaîne qui sont carbonylés. Et ces bouts de chaîne sont des bouts de chaîne réactifs qui ensuite, par scission, nous donnent l'acide formique et l'acide benzoïque, ou encore, dans d'autres cas, la formation d'acétophénone qu'on voit également. Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce mécanisme est vraiment opérationnel? Encore une fois, il faut vraiment essayer de s'assurer. Donc là, on a essayé de mettre en évidence ces espèces bouts de chaîne qui sont carbonylés. On peut les voir naturellement en infrarouge. Si on isole l'intermédiaire, et ensuite on prend un infrarouge, on voit très bien la présence de carbonyle à 1700 cm-1. Et ensuite, Annelies a fait une polymérisation anionique de polystyrène, ce qui vous donne un polystyrène qui est de longueur exacte avec des bouts de chaîne qui sont exactement connus. Et celle-ci, donc, on peut analyser par spectrométrie de masse. On voit très bien différentes populations de polymères et oligomères qui sont formés suite à l'irradiation. Si on regarde une petite fenêtre là, et on fait un zoom, on voit des masses qui correspondent bien à la masse des produits de dégradation dans laquelle on aurait la présence de un ou plusieurs carbonyles en bout de chaîne. Donc on voit ces espèces intermédiaires, on sait qu'elles sont formées et on s'attend à ce qu'elles soient réactives vis-à-vis de la transformation en acide benzoïque. Ce qui est intéressant avec le méthylacridinium qu'on a pu mettre en évidence, c'est que comme il absorbe la lumière du soleil, on peut juste exposer ceci au soleil et ça devrait fonctionner. Alors, on ne manque pas de soleil à Bordeaux, je vous rassure, mais on a également la chance d'être équipé d'un simulateur solaire de notre travaux sur le Champagne, ce qui nous a permis donc de voir que si on irradie les échantillons de polystyrène en présence d'oxygène et de méthylacridinium, vous voyez qu'en fonction du temps d'irradiation, vous avez la formation d'acide benzoïque et d'acétophénone qui a lieu. Ceci a été fait en prenant des pots de yaourt, donc vraiment des déchets
plastique, on est plus sur du polystyrène de synthèse, on a carrément mangé du yaourt, coupé les peaux, dissous dans l'acétate d'éthyle et ensuite irradié, et ça marche très très bien. Et là, vous voyez le recouvrement entre le spectre solaire et l'absorption de méthylacridinium aux concentrations qu'on utilise. Donc ça, ce sont des voies qui sont naturellement, on va dire, au début, hein, on ne va pas faire ça dès demain sur les milliers de tonnes de polystyrène, mais peut-être ça va ouvrir des perspectives. En tout cas, on est assez convaincu que c'est une voie plutôt efficace pour dégrader les polystyrènes. Et là, pour vous dire ce qu'on est en train de faire, en fait, on est en train d'étudier, transposer ces réactions en émulsion. Parce qu'en émulsion, on est en phase aqueuse et l'acide benzoïque peut être dissous dans la phase aqueuse. Ça nous permettrait de retirer l'acide benzoïque au fur et à mesure qu'il est formé, mettre tout ça en flux. Et donc là, il suffit d'ajouter d'un côté le polystyrène dissous dans un solvant organique, on fait une réaction en flux, de l'autre côté, on sort l'acide benzoïque et on pourrait avoir donc une voie de dégradation de polystyrène. Il me reste 5 minutes, je pense, à peu près. Voilà. Alors là, j'ai le tout dernier projet que je voulais vous présenter, qui est celui sur la conversion de l'azote en ammoniac. Alors, c'est un projet qui est encore en train de démarrer. Et qui plus est, je m'en excuse, mais l'université a décidé de déposer un brevet là-dessus, donc j'ai dû retirer quelques diapos. Je ne pourrais pas vous raconter tous les détails, mais au moins, ça vous donne un peu l'idée de ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on est intéressé à réduire l'azote en ammoniac? En fait, il faut savoir que la production d'ammoniac c'est absolument essentiel pour l'humanité. S'il y a autant d'humains aujourd'hui, c'est parce qu'on sait réduire l'azote en ammoniac et en faire des engrais. 85% de l'ammoniac produit est utilisé pour faire des engrais qui servent à nous nourrir. Sans ça, pas d'engrais, pas de nourriture, guerre civile, guerre tout court, famine, etc. On revient au Moyen-Âge quand on n'avait pas d'engrais. Donc on a besoin de ces engrais, mais également on utilise l'ammoniac en tant que précurseur chimique pour fabriquer des pharmaceutiques, on l'utilise pour la purification de l'eau, c'est utilisé dans un contexte industriel comme remplacement des fréons dans la réfrigération et il est étudié, même utilisé maintenant comme carburant pour les navires, comme carburant vert pour les navires, pour changer du fuel qui est quand même quelque chose qui est extrêmement polluant. Donc on a besoin de plus en plus d'ammoniac et actuellement, on utilise déjà à peu près 180 millions de tonnes par an. C'est absolument énorme. La fabrication de tout cet ammoniac participe à, pas autant que l'industrie de l'aviation, mais presque. On est en train de contribuer à peu près 1,2% de tout le CO2 anthropogénique qui est produit annuellement. Donc c'est vraiment une source de pollution qui est énorme. On n'en parle pas parce que finalement, on n'a pas trop de solutions. Donc, on peut peut-être diminuer la quantité de vols en avion qu'on fait, mais on peut difficilement diminuer la quantité de nourriture qu'on produit. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à l'ordre du jour et que je pense sur lequel on peut contribuer en tant que scientifique et surtout en utilisant la photochimie. Alors, la difficulté, c'est que la triple liaison de l'ammoniac est vraiment très, très stable. L'énergie dissociation qui est presque de 1000 kJ par mol. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce que c'est si stable? Finalement, l'éthylène, c'est isolobal à l'azote, et pourtant l'éthylène, c'est réactif. En fait, la première des trois triple liaisons de l'azote est extrêmement énergétique. Elle, à elle seule, vaut 800 de ces 900 kJ. Donc, c'est vraiment la première réduction de l'azote qui est extrêmement difficile. C'est pour ça que le potentiel d'ionisation est extrêmement élevé et l'affinité électronique est carrément négative. Donc, c'est vraiment très, très, très difficile de faire quoi que ce soit avec l'azote. Donc, comment est-ce qu'on fait l'ammoniac à partir de l'azote aujourd'hui? Vous le savez certainement, c'est le procédé Haber-Bosch, qui est là depuis une centaine d'années, qui a été extrêmement optimisé pour réduire au maximum les déperditions énergétiques, parce que, bien évidemment, l'énergie, c'est de l'argent, et on veut que ce soit le plus économique possible. Néanmoins, ça nécessite des températures qui sont très élevées, des pressions d'azote, et comme je dis, par tonne d'équivalent d'ammoniac, on génère 1,5, 1,6 tonnes de CO2. C'est juste incroyable. Donc voilà, donc il faut remplacer ça. Ce qui semble être
amène aujourd'hui, c'est l'utilisation d'électrolyseurs pour produire l'hydrogène. Alors, l'électrolyseur, c'est très bien, mais si ça marchait très bien, on en aurait déjà partout, et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que déjà, il faut des électrodes en platine, ce n'est pas donné, et ensuite, ces électrodes en platine, comme tous les électrodes qui sont utilisés électrochimiquement, ont la fâcheuse tendance de se passiver. Donc la durée de vie des électrolyseurs, il faut les renouveler, c'est quand même assez compliqué. Donc les électrolyseurs qui marchent bien nécessitent des électrodes très chères. Les électrolyseurs qui nécessitent des électrodes peu chères ne marchent pas si bien que ça. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être on peut utiliser un moyen photochimique. Donc, il y a déjà différentes études sur l'état des lieux de la production verte d'ammoniac et vous voyez que finalement, la photocatalyse, on est encore un TRL labo ou à peine sorti du labo, démonstrateur. Donc, si on regarde historiquement, on sait qu'il y a des complexes organométalliques qui sont capables de lier l'azote. Déjà, ces complexes de molybdène ou de tungstène. La première entrée dans les photocatalyseurs, c'était les travaux de Schrock en 2003, où il a montré que ce complexe de molybdène était capable de générer de l'ammoniac à partir de l'azote, inefficacement. Et depuis, récemment, il y a les travaux de Peters qui sont absolument merveilleux. Et nous, on s'est intéressé plus particulièrement à ceux de Nishibayashi qui utilisent ces complexes de molybdène, et en particulier celui-ci, parce que celui-ci peut catalyser la réduction de l'azote en présence d'un donneur d'électrons extrêmement fort, comme par exemple l'iodure de samarium, le réactif des Kagan. Alors, en solution, je pense qu'on n'a rien de plus fort que l'iodure de samarium comme réducteur. Après, c'est hétérogène, il y a l'amalgame sodium-mercure, mais bon, ça commence vraiment à aller chercher loin. Voilà. Donc ça, avec les catalyseurs, ça vous génère de l'ammoniac, un turnover qui est loin d'être ridicule, de 40, c'est vraiment très 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 bien. Petit bémol quand même, bon, ça se passe à température ambiante, c'est bien, pression atmosphérique, 180 équivalents d'iodure de samarium, donc il faut le mettre à l'appel. Bon. Aucun avenir économique, mais déjà on peut voir qu'on peut réduire l'azote en ammoniac, en solution, avec un catalyseur. Bien, nous, qu'est-ce qu'on va faire en tant que photochimiste? On va échanger l'iodure de samarium par un catalyseur photoredox. Donc, d'où peuvent venir ces électrons? L'idée, ce serait d'utiliser des électrons solvatés. Alors, on sait que déjà, ils peuvent réduire l'azote en ammoniac. Ça, c'est des travaux de Hammers en 2013. Si on prend des nanodiamants, donc ce sont des tout petits diamants qui ont des défauts de surface, quand on les irradie, ils génèrent des électrons qu'on appelle des électrons solvatés. Ils éjectent les électrons dans la solution aqueuse. Et ces électrons, s'ils sont mis dans un circuit potentiel, sont capables de réduire l'azote qui est présent en solution pour former de l'ammoniac. Alors vous remarquerez que ça marche que quand il y a de l'azote, donc ça c'est plutôt bien. Le rendement en ammoniac, il est un peu anecdotique, on est en train de parler de microgrammes, donc de micromoles, donc c'est vraiment très 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 faible. Et le rendement global que je peux calculer de leurs données, c'est à peu près 0,2%. On ne savait pas beaucoup, et en plus de ça, c'est de la lumière qui est assez énergétique, 213 nanomètres. Donc, si on reprend le cycle catalytique de Nishibayashi, encore une fois, mécanisme, c'est important, c'est la clé de voûte pour améliorer nos réactions photochimiques. Il propose qu'on a tout d'abord une complexation de l'azote par les catalyseurs au molybdène pour former ce dimère, et ensuite une rupture de la triple liaison pour former ce complexe stable, très très stable, molybdène-azote. Il y a même une structure cristallographique de ce complexe. Et celui-ci ensuite peut être réduit difficilement, c'est pour ça qu'il faut l'iodure de samarium, mais peut être réduit pour former donc les différentes étapes et éventuellement relarguer l'ammoniac et reprendre de l'azote. Donc on a ici un transfert d'électrons couplé à un transfert de protons. Et nous, ce qu'on souhaiterait, c'est d'utiliser les électrons solvatés, non pas pour réduire directement, comme a fait Hammers, l'azote en ammoniac, mais pour réduire les complexes intermédiaires du catalyseur au molybdène, qui ensuite donnerait donc ces différentes étapes. Donc là, c'est les travaux de Doha Zidounia, elle vient de démarrer justement sa troisième année de thèse, et elle s'intéresse donc à utiliser les électrons solvatés pour
faire fonctionner cette réaction qui génère de l'ammoniac. Alors les électrons solvatés, c'est très facile à générer. Vous prenez de l'iodure, vous le mettez dans l'eau, vous irradiez, et là vous avez des électrons solvatés. On l'a fait, ça marche plutôt bien. On a des turnovers de 7,6, on forme naturellement un radical iodure qui ensuite dimérise pour former de l'iode. On forme ici des milligrammes d'ammoniac, c'est déjà beaucoup mieux que les microgrammes qui sont sortis des travaux de Amherst. Mais ce qui est très bien, c'est à force de tester différents systèmes, on en a trouvé un. Alors, malheureusement, je ne peux pas vous donner ce que c'est, mais on a des turnovers qui dépassent la trentaine. On forme, ça faut déjà vous donner une petite idée de comment on fonctionne, des radicaux hydroxy comme produit, donc on est en train d'oxyder l'eau, c'est plutôt bien. Et on a la formation d'ammoniac qui est au-delà de 2 mg par litre, donc c'est vraiment très très important. Et surtout, c'est quelque chose qui est à un coût très bas et qui est recyclable. Alors, malheureusement, j'aurais aimé vous dire un peu plus, mais je peux juste vous dire qu'on fait ces réactions donc, à 254 nanomètres dans un appareil qui est assez commun, ce qu'on appelle un rayonnette. C'est très commun dans tout le laboratoire de photochimie. Tout le monde en a un, peut-être que vous en avez un ici également. Et on utilise, alors 254 nanomètres, ça peut sembler rédhibitoire, mais en fait, c'est extrêmement efficace parce que les 254 nanomètres, ça provient de tubes néons, enfin de tubes fluorescents. Quand vous avez des tubes fluorescents, il y a basse pression de mercure à l'intérieur, ça génère de 254 nanomètres, et après on met un phosphore qui le transforme en lumière visible. Vous enlevez le phosphore, enfin vous ne le mettez pas, ça coûte encore moins cher, et en plus de ça, vous avez 100% de 254 nanomètres. C'est pour ça que ces tubes germicides, comme on les appelle, génèrent de la lumière à 254 nanomètres très efficacement, avec un rendement de 30 à 35% plug to photon. Donc, ce que vous mettez en la prise, à ce que vous sortez en photon, c'est 30 à 35% d'efficacité. Pour une source de lumière, c'est énorme. Et en plus de ça, le coût est vraiment très très bas. On est en train de parler de 2 € par watt irradié. Donc, vous pouvez en acheter presque autant que vous voulez sans vous ruiner. Donc, on pense qu'on a quelque chose qui peut fonctionner et qui peut fonctionner même très très bien. Je peux quand même vous donner un petit aperçu de l'étude mécanistique qu'on a fait. Donc là, on propose que ce sont les électrons solvatés qui réduisent les catalyseurs. Est-ce qu'on peut le démontrer? Ça, c'est le spectre d'absorption d'électrons solvatés. C'est assez facile à obtenir. Ils vivent des microsecondes, enfin centaines de nanosecondes. Prenez le spectre d'absorption transitoire et vous voyez, vous avez une grande bande non définie, très très large, parce que les électrons sont délocalisés sous plusieurs molécules d'eau et ils absorbent entre 500 et 800 nanomètres. Si vous mettez au maximum, vous voyez la décroissance temporelle de ces électrons solvatés, de la concentration de ces électrons solvatés, qui est de l'ordre de 200 nanosecondes de durée de vie. Et dès que vous ajoutez les complexes de molybdène, donc celui-ci, en présence d'azote, vous voyez que ça décroît très 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 vite, parce que manifestement, on a ajouté une voie de désactivation supplémentaire qui montre qu'il y a bien réaction entre ces électrons solvatés et ces complexes-là. Donc on sait comment ça marche, on sait comment l'optimiser, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais bon, j'espère pouvoir vous en dire un peu plus en prochaine occasion. Voilà pour ce que je voulais raconter. Je pense être au bout de l'heure qu'on m'avait été proposé. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ce que vous avez vu. Donc j'aimerais naturellement remercier beaucoup de gens, ceux qui ont contribué, en particulier les étudiants et les non-permanents. Audrey Cicelo, c'était un Master 2 qui a démarré l'étude sur le champagne. Donc si vous avez fait un stage Master 2, ça peut compter, ça peut démarrer carrément des projets industriels qui ensuite durent des années et mènent à des produits, ce n'est pas impossible. En tout cas, ça a mené à la thèse d'Amaury Furet et le financement postdoctoral de James Findlay, qui ont travaillé sur la première génération de résine. Tous ces travaux, comme je dis, ont été repris par Clément Montserrat, qui est actuellement au labo en tant qu'ingénieur maturation sur le projet. Donc lui, il est chargé d'amener ça jusqu'au marché. Ensuite, j'ai parlé de travaux d'Anne-Lise et d'Edoa. D'autres collaborations, Christa Abson, la chance énorme d'avoir un centre d'études organiques, le Sésamo, à l'ISM, qui nous aide pour tout ce qui est masse, spectroscopie, etc. C'est vraiment, RMN, c'est vraiment très très bien. Donc je remercie chaleureusement Christelle Absalon. Mes collègues à Pernod, Ricard et Moum, Émilie Langleron en particulier et Bruno Guima. Et ensuite mes collaborateurs au SCPO sur le projet polymère et réduction de l'azote, Daniel Taton et Étienne Gros. Ces deux étudiants sont financés
financé par le GPR, donc ce qui est issu des IDEX, vous avez peut-être entendu parler, de l'Université de Bordeaux, donc on est vraiment très reconnaissant. L'ANR qui a financé les travaux initiaux sur les projets Champagne, donc c'est chouette pour la recherche fondamentale, et bien sûr MOOM et Pernod. Encore un grand merci à Louis pour l'invitation, l'opportunité d'être là aujourd'hui, ça m'a vraiment touché de pouvoir être ici et partager cette passion de la photochimie. Vous tous, d'être encore là après toute une matinée de photochimie, vous devez avoir vraiment plein de baskets de photochimie, de radiation, mais j'espère quand même que vous sortez avec quelques connaissances supplémentaires. Donc, s'il y a des questions, je serai très heureux d'essayer d'y répondre. Merci beaucoup. Merci Louis.